jury, présenté par Olivier Bost. Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury en direct sur RTL et sur Public Sénat, canal 13 de la TNT. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Vous êtes président du MoDem, haut-commissaire au plan et maire de Pau. Vous ne vous êtes pas exprimé depuis que le nom de Michel Barnier est apparu. Nous avons donc un Premier ministre de droite sous la menace permanente de la gauche et du Rassemblement national et qui doit en même temps composer avec le bloc central. Une configuration politique inédite et fragile. Alors participerez-vous au gouvernement ? Bienvenue dans ce grand jury, François Bayrou. À mes côtés pour vous interroger aujourd'hui, Perrine Tarnot de Public Sénat, Jim Jarassé du Figaro et Pauline Buisson de M6. Dans ce grand jury, François Bayrou, au-delà des questions brûlantes sur le gouvernement, nous aurons une séquence dédiée au Parlement, le futur chaudron de Michel Barnier. Vous serez soumis à nos questions express avec des réponses par oui ou par non. Et puis vous aurez le droit aussi à un moment 2027. On commence tout de suite ce grand jury. Le grand jury, l'actualité de la semaine. Et commençons, si vous le voulez bien, François Bayrou, par qualifier cette situation politique. Michel Barnier à Matignon, est-ce une cohabitation ? Non, et ça ne pouvait pas être une cohabitation, parce que le résultat de cette élection empêchait que cela en fût une. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est qu'une cohabitation ? C'est une majorité à l'Assemblée nationale hostile au président de la République. Et donc le président de la République reste en fonction, mais il a des adversaires à l'Assemblée nationale qui ont la majorité absolue. Ça, c'est une cohabitation. On a déjà connu ça. Mitterrand, Chirac, Balladur, nous avons connu... Alors si ce n'est pas une cohabitation, vous Jospin, qualifiez comment la situation ? Je me suis exprimé souvent. Le concept que je défends, c'est une co-responsabilité. Chacun est dans son rôle, chacun avec ses convictions, dans un moment particulièrement dangereux, particulièrement risqué, parce que la succession des crises et le contexte international et les difficultés que nous connaissons, notamment à partir de la guerre en Ukraine, tout cela nous oblige à une démarche nouvelle, une démarche inédite. Et je dis co-responsabilité. Co-responsabilité, ça veut dire... le président de la République exerce la plénitude de ses fonctions définies par la Constitution. Le Premier ministre exerce la plénitude de ses fonctions définies par la Constitution à l'article 20. Et pour moi, c'est un équilibre qui correspond à un triptyque, un président fort, un gouvernement fort, un parlement fort. À ce moment-là, en co-responsabilité, on peut avancer. Michel Barnier a quand même acté une forme d'autonomie, de liberté vis-à-vis du chef de l'État. Il dit qu'il y aura des changements et des ruptures. Comment vous interprétez cette prise de parole ? Mais il a tout à fait raison d'affirmer une autonomie. J'ai été toute ma vie politique et dans des épisodes nombreux et différents, partisan d'un chef de gouvernement autonome. J'ajoutais autonome et complice avec le président de la République, autonome et en respect réciproque, et en bonne entente, et en discussion. Et pour moi, ça ne présente absolument aucune difficulté. Ce qui présente une difficulté, c'est l'antagonisme. On a connu ça, y compris du temps où les présidents avaient une majorité. Par exemple, je ne suis pas sûr qu'entre Mitterrand et Rocard, l'amour était le plus fort ciment. Était la lumière. Ça sera plus simple entre Emmanuel Macron et Michel Barnier. Pardon ? Ça sera plus simple entre Emmanuel Macron et Michel Barnier. Je crois que oui. Mais comment vous interprétez le fait que lors de son premier discours, lors de la passation de pouvoir, Michel Barnier n'ait pas une seule fois prononcé le nom du président de la République ? Bon, je ne fais pas l'exégèse avec une loupe ou un microscope des discours des uns et des autres, il y aurait trop de travail. Non, mais quand même, c'est un symbole. Et donc, souvent, on prononce le nom de celui qui vient de vous nommer. Je suis absolument certain. Et je ne suis pas certain dans l'abstrait, je suis certain pour l'avoir passé ces jours avec eux. Chacun d'entre eux, pour avoir parlé beaucoup avec eux, je suis absolument certain qu'il n'y a pas ce climat d'offense et qu'il n'y aura pas ce climat d'offense. Et pourtant, Michel Barnier, il a quand même dit on va maintenant plus agir que parler, donc faire un peu moins de com'. Sous-entendu, il y avait trop de com' jusqu'à maintenant. Je ne suis pas certain qu'il parlait du président de la République. Du Premier ministre sortant peut-être.
Gabriel Attal. Je ne sais pas, mais Alors justement, en tout cas, je ne suis pas certain. Justement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette passation de pouvoir entre Gabriel Attal et Michel Barnier? Est-ce que vous avez trouvé ça sympathique, décalé ou carrément peu respectueux? Oui. En politique, on a 1000 occasions, ça veut dire plusieurs par jour, d'entrer dans les affrontements de personnes, les petites phrases vaches, les méchancetés qu'on peut dire sur les uns ou sur les autres, l'observation des méchancetés que les uns disent sur les autres et les autres sur les uns. J'ai pas envie de jouer à ça. Bon, on est dans un moment particulier dans lequel chacun a une responsabilité. Ceux qui étaient en place avant ont une responsabilité. Ceux qui étaient en place avant les précédents ont eux aussi une responsabilité. Parce que la situation du pays, elle est la résultante de mois et d'années. Et donc, on reparlera de Gabriel Attal. Je n'entrerai pas dans cette mêlée. Vous rencontrerez Michel Barnier en début de semaine? Non. Ah bon? Je rencontrerai cet après-midi, si vraiment cet après-midi, écoutez, c'est une information en soi. Donc dès cet après-midi, qu'est-ce que vous allez lui dire? D'abord, je lui ai parlé beaucoup, depuis des mois. Vous savez, on se connaît, Michel Barnier et moi, depuis longtemps. Je crois qu'on se respecte. Je pense que c'est, dans les circonstances actuelles, un bon choix. Je pense qu'il a des atouts. Et par exemple, il va permettre d'élargir la majorité. Il va permettre de créer la majorité au Sénat. Tout ça, c'est des atouts importants. Il a une image rassurante à Bruxelles. Dans les circonstances où nous sommes, c'est très important. Donc ça fait beaucoup d'atouts. Il a, à mes yeux, 2 exigences devant lui. La première exigence, c'est de trouver un gouvernement équilibré, c'est-à-dire avec des personnalités qui représentent les sensibilités de gauche autant que les sensibilités du centre et les sensibilités de droite. Nous sommes sur un triptyque. Alors, l'avantage des trépieds, tout le monde sait ça, c'est que ça tient en toutes circonstances. C'est la seule configuration pour un siège qui ne se renverse pas, si on ne fait pas de bêtises. Mais c'est fragile aussi, dans la situation politique actuelle. Et donc, c'est cet équilibre-là. Première exigence. Deuxième exigence, le renouvellement. Je pense, je l'ai dit à Michel Barnier, qu'il faut qu'une configuration nouvelle apparaisse. Il faut qu'on sente une nouvelle manière d'être pour le gouvernement, et ça passe par des visages qui n'étaient pas au gouvernement précédemment. On reviendra sur la composition du gouvernement et sur les exigences que vous venez de lister, mais auparavant, vous disiez aussi, vous connaissez Michel Barnier depuis longtemps. Quelle histoire partagez-vous avec Michel Barnier? On sait que vous avez été au gouvernement dans les années 80. Vous allez nous faire de l'archéologie amicale. Non, mais c'est intéressant. Nous étions, Michel Barnier et moi, dans un mouvement que j'avais impulsé, qui s'appelait les Rénovateurs. C'est il y a 35 ou 36 ans. Oui. Et quand on regarde la photo, je l'ai regardée cette semaine par hasard, quand on regarde la photo, on voit qu'il y avait là des visages qui ont joué un rôle, ou qui auraient pu jouer un rôle très important par la suite. Par exemple, il y avait Philippe Séguin, pour lequel j'avais beaucoup de considération, même si on n'avait pas toujours les mêmes idées. Il y avait Michel Noir, qui était à l'époque maire de Lyon. Il y avait des personnalités aussi différentes que Philippe de Villiers, qui était à l'époque plus sage qu'il ne l'est. Et chacun a eu de lui un parcours différent. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que c'est le retour ou la revanche de l'ancien monde? Non, c'est des bêtises, ça. Je n'ai jamais cru au nouveau monde. Donc je ne vais pas vous dire ancien monde. Mais je pense que l'heure exigeait de l'expérience et de l'apaisement.
Et vous voyez bien que je crois que la figure de Michel Barnier répond à cette double exigence. Après, le chantier est très difficile, mais après tout, il a mené de très difficiles négociations au moment du Brexit, et il a été commissaire européen, c'est-à-dire la fonction dans laquelle vous êtes le plus obligé de tenir compte des sensibilités, des nationalités, des convictions, de ce que vous décriviez de votre obsessions des uns et des autres. De ce que vous décriviez de votre parcours politique, finalement, aujourd'hui, vous dites que ce sont des retrouvailles quelque part. Non, parce qu'on ne s'est jamais perdu de vue. D'accord. On a toujours parlé, même quand il n'était plus directement engagé dans les affaires publiques. On a ce lien-là. Puis on est tous les deux issus des régions de montagne. On est tous les deux avec des convictions de décentralisation assez fortes. Nicolas Sarkozy, dans son dernier livre, dit à propos de Michel Barnier, son sérieux est reconnu, mais il peut parfois manquer un peu de charisme. Qu'est-ce que vous pensez de cette prise de position ? Est-ce que vous partagez cet avis ? Non, je n'ai aucune envie de jouer à ça. Les vacheries des uns sur les autres, je vous ai dit, c'est pas mon affaire. Parmi les exigences que vous avez données là concernant Michel Barnier, vous n'avez pas parlé d'Emmanuel Macron. Quelle va être la marge de liberté du nouveau Premier ministre vis-à-vis du chef de l'État, dont on sait qu'il ne laisse pas toujours beaucoup de marge de manœuvre à ses premiers ministres? Tout est écrit dans la Constitution. Tout. Oui, mais si je peux me permettre, elle est plus appliquée depuis un certain temps en matière de Premier ministre. Oui, je crois que ça a été une erreur. Mais ce que je vous dis là, le président de la République, c'est exactement que je le pense, et j'ai défendu ce point de vue devant lui. Donc il va le laisser gouverner, il va le laisser composer son gouvernement. Tout est écrit dans la Constitution. Le Premier ministre détermine et conduit la politique de la... Enfin, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il y a des décisions qui lui appartiennent en propre, et il y a des décisions qui ne peuvent être prises qu'avec l'accord du président de la République. Et donc, tout est parfaitement écrit. Mais ça n'était pas l'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron jusque-là. Est-ce qu'on pourra dire Emmanuel Macron a changé ? Ce n'était pas l'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron, ce n'était pas celui de François Hollande, ce n'était pas celui de Nicolas Sarkozy, ce n'était pas celui de Jacques Chirac. Donc Emmanuel Macron ça n'était doit pas changer. Tout à fait celui de François Mitterrand, c'est le moins que l'on puisse dire. C'était pas celui de Giscard avant lui. Et le reste est trop loin. Donc ça impose à Emmanuel Macron de changer. J'étais un peu jeune. Hein ? Donc ça impose à Emmanuel Macron de changer ? Pas besoin de changer. Il faut se réaliser. Les événements, quand vous êtes un homme d'État, les événements vous imposent par une sorte de, je ne sais pas comment on peut dire, de métabolisation. Vous êtes soumis à des tempêtes, à des vagues, à des sentiments profonds que vous voyez apparaître devant vous. Il semblait pourtant jusque-là que Emmanuel Macron était plutôt dans la résistance face à ces tempêtes et à ces événements. Oui, mais bon. Pas dans l'adaptation toujours. Et donc, pas toujours. Souvenez-vous des Gilets jaunes. Devant une crispation sociale très importante, il a au contraire, comme on dit pour les surfeurs, pris la vague. C'est-à-dire qu'il est allé à la rencontre des gens. Et c'est très bien parce qu'il va le faire. Et ça va lui permettre de trouver une nouvelle dimension de lui-même. Un pouvoir moins vertical aujourd'hui, c'est ce que vous dites. Par la force des choses. La force des choses. On fait des montagnes alors que tout est simple. Moi, je suis un défenseur de la Ve République. Tout a été dit. Par exemple, le fait que c'est le président de la République qui choisit le Premier ministre. Et qui choisit le Premier ministre en tenant compte de la situation politique. Et donc, ce choix, il l'a fait. Et il l'a fait, vous savez très bien dans quelles circonstances. Quand le Parti socialiste a refusé, et encore lors de sa réunion de son bureau national, de dire, bon, on ne censurera pas le gouvernement si c'est Bernard Cazeneuve qui le conduit. Il y a eu un vote, et ils ont refusé de donner cette garantie ou cette assurance ou cette sécurité. Et à ce moment-là, vous savez que j'étais partisan de la nomination de Bernard Cazeneuve et que je le dis sans aucune réserve. Et à ce moment-là, le Parti socialiste a décidé que ça ne serait pas lui.
Et donc, on s'est trouvé, ou le président de la République s'est trouvé dans une situation parfaitement claire, paradoxale. C'est une erreur historique du Parti socialiste, vous diriez, aujourd'hui? Non, il y a à la base de tout ça quelque chose qui est, comme vous dites dans les rédactions, un fake. Une escroquerie, une fausse information qui était d'avoir répandu partout à son de trompe l'idée que le nouveau Front populaire, comme il s'appelle, avait gagné les élections. Ils n'ont rien gagné du tout. C'était drôle, je ne sais pas si vous avez suivi le discours de Jean-Luc Mélenchon hier. Moi, je l'ai suivi parce que c'est toujours intéressant de s'instruire. Et Jean-Luc Mélenchon, il dit... le président de la République a subi 3 défaites successives. Il dit sans rechercher la nuance, hein, avec grandiloquence, comme les tribuns aiment faire. Et de ce point de vue-là, on se laisse emporter quelquefois par son propre verbe. Il dit 3 défaites successives. Première défaite, en 2022, au moment des élections législatives, il n'a pas eu la majorité absolue. Il a dit que c'était une majorité présidentielle, mais c'était une défaite. Vous vous souvenez combien il y avait de sièges lors de la défaite que Jean-Luc Mélenchon évoque pour le bloc central? Il y en avait 250, 255. Et là, le nouveau Front populaire en a eu 50 ou 60 de moins. Et donc, c'est évident qu'il n'y avait pas de victoire d'un bloc ou de l'autre. Pour des raisons que vous savez, il y a eu une victoire du Rassemblement national au premier tour. Et puis au deuxième tour, il y a eu le choix des Français de ne pas lui confier la totalité du pouvoir. Et une fois qu'on dit ça, alors on décrit un paysage qui donne des devoirs à tout le monde, qui oblige tout le monde. Justement, vous évoquez le Rassemblement national. Et le Parti socialiste a refusé de faire face à cette responsabilité. Vous évoquez le Rassemblement national, qui est de fait aujourd'hui le premier groupe à l'Assemblée, hors coalition. Oui. Le RN dit Michel Barnier aujourd'hui c'est un Premier ministre sous surveillance. Comment Michel Barnier peut gouverner avec les coups des franches alors que le RN fait planer et va faire planer en permanence la menace d'une censure? Bon, c'est comme ça que l'Assemblée nationale est constituée. Vous savez que j'ai été très hostile au choix qui a été fait de ne pas donner de poste de responsabilité au sein de l'Assemblée nationale au Rassemblement national. J'étais très, très hostile. Non pas que ce soit des postes de pouvoir, mais ce sont des signes de reconnaissance. Et le choix qu'un certain nombre de groupes ont fait, pas le nôtre, le choix qu'un certain nombre de groupes ont fait d'écarter le Rassemblement national des responsabilités est un choix, à mes yeux, irresponsable. Parce que quand vous êtes élu député, vous êtes parlementaire, et tous les parlementaires sont à égalité. Et les parlementaires portent un certain nombre de voix, en tout cas pour ce mouvement, un nombre très important, 11 millions de voix. Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à dire qu'il faudrait, par exemple, des ministres Rassemblement national au sein de ce gouvernement d'ouverture? Je ne pense pas que ce soit ni possible ni souhaitable aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce gouvernement s'est constitué en réalité sur le large espace central hors extrême. Alors, le nouveau Front populaire le nie, parce qu'ils ne veulent pas voir, évidemment, que la situation eût été exactement la même, et peut-être plus offensive, agressive encore, à l'égard de LFI, que beaucoup de Français considèrent comme portant atteinte à leurs valeurs profondes, que beaucoup de Français, y compris ceux qui ont voté pour eux, puisque nous avons mélangé les voix pour faire barrage. Donc tout ça est extrêmement simple. Donc, je ne suis pas pour qu'on considère que l'Assemblée nationale est une menace permanente. Je ne suis pas pour qu'on considère que le gouvernement, ça va être une réalité, que le gouvernement est sous contrôle ou surveillance. C'est une réalité, chacun prendra ses responsabilités. Et les Français seront aussi les juges. Derrière l'Assemblée nationale, il y a des juges. Et les juges, ce sont les Français. Mais alors, Ils disent, franchement,
Si c'est devenu ça la politique, c'est-à-dire d'abattre tous ceux qui essaient de faire quelque chose, de mener contre eux des accusations permanentes, des mises en cause permanentes, des hurlements permanents, alors les Français diront aussi leurs sentiments. Et donc, je finis ces deux phrases. Pourquoi ? Tout le monde vit avec l'idée qu'on va avoir une nouvelle dissolution dans 9 mois. Je ne suis pas partisan de cette instabilité. Je suis pour que on fasse ce qu'il faut, on se mette en situation de citoyen responsable. Vous aussi, vous menacez les extrêmes. Finalement, vous dites attention, les Français vous regardent. Vous êtes vous aussi sous surveillance. Je ne menace rien. J'indique ce que je crois être. Vous mettez en garde. Ce que je crois être les fondements de la démocratie dans laquelle nous voulons vivre. Mais si on résume la situation, François Bayrou, donc la gauche va censurer Michel Barnier, oui. Elle l'a déjà dit. Le Rassemblement national dit on verra. Et sur l'accueil même du bloc central de Michel Barnier, expliquez-nous quand même, ça a été assez frais comme accueil. Si on reprend l'accueil des députés MoDem, le groupe Les Démocrates prend acte. Il appartient désormais à Michel Barnier de traduire dans les faits le vote qui s'est exprimé. Renaissance dit ni blocage ni soutien inconditionnel. On a vu plus enthousiaste comme accueil, non ? Le monde parlementaire, l'univers du Palais Bourbon est un monde dans lequel, vous le savez bien, c'est votre métier, on joue assez facilement au bowling. Hein, on lance la boule parce que c'est rigolo d'abattre les quilles. Je suis persuadé que tout le monde va réfléchir. En tout cas, c'est moi que vous interrogez. Et moi, je vous réponds. Je suis président de ce mouvement qui est un mouvement central de cet ensemble. Moi, je soutiendrai Barnier. Y aura-t-il des ministres ? Je ferai tout ce que je peux pour que ça marche. Je ferai tout ce que je peux pour que le pays... Et pour ça, il y aura des ministres MoDem au gouvernement. Et la certitude que nous faisons tous ce qu'il faut pour sortir de l'impasse. Et pour ça, il faut des ministres MoDem au gouvernement ? Ça dépendra ce que Michel Barnier en pense, parce que ce n'est pas les partis politiques qui composent les gouvernements. Ça, c'était la 4e République. Oui. Ça veut dire que ça ne vous semble pas une évidence. Ça vous semble pas une évidence. Ça me semble une évidence. Mais souvenez-vous aussi de ce que j'ai dit. Je suis pour le renouvellement. Et François Bayrou comme ministre ? Non, je ne serai pas ministre. Si ça avait été Matignon, et c'était impossible pour la raison que vous savez, même si mon nom a été assez souvent prononcé, c'était impossible parce que le président de la République a dit qu'il voulait un opposant. Et si parce que il se trouve que les élections avaient été perturbées, chahutées, et que le président de la République voulait montrer qu'il entendait ce message-là. Donc il avait dit qu'il voulait un opposant, et je ne suis pas... Vous dites du renouvellement, est-ce que ça veut dire que vous redoutez un gouvernement qui soit trop RPR ? Non. Non, parce que ça passerait pas la rampe. Mais les premiers rendez-vous quand même de Michel Barnier ont été avec les LR, les représentants des groupes LR au Sénat et à l'Assemblée nationale. Ce sont ses amis et ils voulaient est-ce que vous craignez qu'il soit majoritaire au sein du gouvernement Barnier ? Pardon ? Est-ce que vous craignez que les LR soient majoritaires au sein du gouvernement Barnier ? Je vous ai dit équilibre et renouvellement. Équilibre, ça veut dire que il faut que les 3 grandes sensibilités soient représentées. Ce sera une exigence pour moi qu'on représente aussi les sensibilités de gauche, parce que on ne traverse pas une période comme ça sans qu'il y ait des sensibilités, l'impression qu'on n'a pas été entendu. Il faut que tout le monde sache qu'il est entendu, et il faut que tout le monde sache qu'il est légitime à prendre sa part du redressement du pays. On va revenir sur cette composition du gouvernement, mais juste avant la pause, quelques questions. Le
grand jury. Question express. Alors, question express, c'est une série de questions et une réponse par oui ou par non, pour ou pour possible. vous êtes- Ça, je sais que c'est un si vous exercice. m'obligez à répondre par oui ou par non, vous êtes fort. Alors, le nom de l'abbé Pierre doit-il disparaître de l'espace public après de nouvelles accusations pour agression sexuelle? C'était dans l'actualité de la semaine. Je ne connais rien du dossier, je ne sais pas si toutes ces allégations, sur quoi reposent ces allégations. Donc, vous savez, prononcez pas. l'abbé Pierre, il a été pour des dizaines de millions de Français le visage d'un idéal. Et je ne suis pas, moi, pour qu'on abatte les idéaux s'il n'y a pas de certitude et de certitude de faits gravissimes. Donc votre réponse est plutôt non. Faut-il garder les vitraux d'origine à Notre-Dame de Paris? Le président veut en installer de nouveaux. Oh, il faut que chaque génération apporte sa sensibilité artistique. Mais on garde l'essentiel, l'immense majorité des vitraux, j'imagine. Qu'on en mette quelques-uns de nouveau, je suis d'accord. Et est-ce que pour la fin de la restauration et la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron doit-il prononcer un discours ou ça serait trop décalé? C'est lui qui l'a voulu, fait, imposer. Je me souviens des discussions avec lui à cette époque, quand tout le monde disait 5 ans, mais vous êtes malade. 5 ans, on peut pas. Et puis en 5 ans, mais on la question, c'est un discours du président dans la cathédrale. C'est sa place. C'est lui qui verra. Tiens, il y a une question express que vous ne m'avez pas posée. Je fais comme le général de Gaulle. Faut-il garder les anneaux olympiques sur la tour Eiffel? Oui ou non? Pardonnez-moi de vous dire, c'est stupide. Qu'on les garde un petit moment pour célébrer l'esprit olympique, mais on ne va pas transformer la tour Eiffel, sa vocation, son dessin et son esthétique, en y ajoutant ou en y imposant des symboles d'événements transitoires. Donc, François Bayrou, on a encore plein de questions à vous poser, notamment sur 2027, puisque nous avons un nouveau candidat cette semaine à l'élection présidentielle. On en parle juste après la pause dans le grand jury. À tout de suite. Le 12 juin 1944, le Havre est copieusement bombardé par la Royal Air Force britannique. Ce n'est pas le premier bombardement allié sur cette place forte allemande, mais c'est le premier d'une telle intensité. C'est effroyable. Ça tremblait de tous les côtés, enfin. C'est une vision d'apocalypse. Outre les destructions, ce 5 septembre, 781 civils ont été tués et 289 sont portés disparus. Aucun Allemand ne trouve la mort. Aucune fortification n'est atteinte. Aucune ville française n'a payé plus cher que le Havre sa délivrance. Son bombardement est le plus meurtrier et le plus destructeur qu'ait connu la France. 1944, Le Havre sous les bombes alliées, vendredi prochain à 22h sur Public Sénat et sur publicsénat.fr. On se retrouve le 9 septembre pour une nouvelle saison de Bonjour chez vous, votre rendez-vous quotidien d'actualité politique, parlementaire et d'infos dans nos régions avec la presse régionale, des interviews politiques, des analyses, des reportages sur votre quotidien et tout ça avec sérieux et bonne humeur. Même s'il y a peu de chances que vous y rencontriez l'amour, en acceptant un transport médical partagé, vous aidez notre système de santé à faire des économies. Notre système de santé, c'est aussi à chacun d'en prendre soin. Retrouvez tous les bons réflexes sur amélie.fr. L'assurance maladie. Rêver à nouveau, c'est tout un apprentissage. Lucas ? Apprenti d'Auteuil aide chaque année près de 40 000 jeunes en difficulté à bâtir leur avenir. T'as bougé aujourd'hui? Non. Tu veux pas t'inscrire à un sport? Un quoi? Un sport? Non, ça va. Du tennis? Non. Gym? Ah ouais? C'est vrai?
Bah non. Faut que tu bouges là, hein. Quoi? Et la natation? Dans l'eau? Bah ouais, dans l'eau. Bah non. Oh, je sais, le hula hoop. C'est chiant. Non. Vous n'allez pas vous décourager. Faire bouger les ados, c'est pas évident, mais les encourager, c'est important. Des idées pour bouger plus sur mangerbouger.fr. J'aime sortir, faire la fête, mais j'ai peut-être pris quelques mauvaises habitudes. Alors pour faire un point sur ma santé, je fais mon bilan prévention. Mon bilan prévention, c'est pour continuer à profiter de la vie. Ce sont des conseils personnalisés pour vivre mieux. Ça, c'est aux âges clés de la vie, avec un médecin, un pharmacien, une sage-femme ou une infirmière. Pour faire mon bilan prévention, c'est simple. Je pousse la porte d'un professionnel de santé. Sens Public, c'est votre rendez-vous quotidien de débat et de reportage sur Public Sénat, 90 minutes et une double promesse, donner du sens à l'actualité et puis dans ce monde de plus en plus complexe, vous proposer des clés de compréhension des crises que nous traversons. Pour tenir cette promesse, je vous donne rendez-vous tous les jours à 18h et 22h sur Public Sénat. Le train n'appartient à aucun camp, n'appartient à aucune faction. Le train, c'est la France. Nous avons le devoir de rendre le service public toujours plus performant et ouvert à tous. On va redévelopper les trains de nuit, on va redévelopper le fret ferroviaire, on va redévelopper les petites lignes de train. On a besoin de rêve et d'espoir. Et je pense que le train, ça fait rêver les Français. Au final, je pense qu'on va faire Paris-La Rochelle à pied, quoi. Après, ils vont nous parler d'écologie, ils vont nous dire ne prenez pas votre voiture, on ne peut pas payer le train. Donc... En 97, quand je suis rentré au chemin de fer, tout le triage était plein, alors que maintenant, vous voyez, la moitié des voies qui sont au vide. Ici, c'est 3000 hectares de forêt qui vont être détruits. Est-ce que ça en vaut la peine, quoi, pour gagner 20 minutes? Vous vous rendez compte, le train passe, on ne peut pas monter. En fait, on nous prend pour des vaches, aussi ou des ruminants. Train, la nouvelle bataille du rail, samedi prochain à 21h sur Public Sénat et sur publicsénat.fr. Depuis l'ISS, Thomas Pesquet embrasse tout d'un seul regard. Il n'y a plus de frontières, plus de querelles entre les hommes, juste une planète. Voir la vie vraiment depuis l'espace, c'est quand même assez spécial. Ouais. Thomas Pesquet a vu et ressenti ce que l'on ne peut ni voir ni ressentir. Et sur notre territoire, au sommet de la canopée, trop bien, ouais, je l'aime bien cette arbre, tu vois. Au fond des crevasses, sympa quand même de descendre dans le glacier là comme ça. Au cœur des champs de sa famille, sous ses yeux, la Terre et la France apparaissent alors différemment. Thomas Pesquet, Objectif France, samedi prochain à 22h45 sur Public Sénat et sur publicsénat.fr. Voir ou revoir ce documentaire sur publicsénat.fr. Suite du grand jury, présenté par Olivier Bost. François Bayrou, le président du MoDem, haut commissaire au plan et maire de Pau, est notre invité ce dimanche dans le grand jury. François Bayrou, en première partie, vous nous avez dit que vous ne seriez pas ministre de Michel Barnier. Pour quelle raison ? Parce que c'est lui le Premier ministre et que j'ai beaucoup de volonté d'être en soutien de son action. Mais deuxièmement, parce que j'ai deux choses très importantes à faire. Vous savez bien, si on m'aviez confié Matignon, c'est ce que je vous disais, bien sûr, j'aurais accepté. J'ai deux choses très importantes à faire. D'abord, je suis maire de Pau et c'est une fonction à laquelle, dans notre ville, dans toute son agglomération et dans notre région, je tiens beaucoup parce que c'est la locomotive de toute une région. Il y a des emplois, des étudiants, des chercheurs, et c'est une ville qui est en train de décoller ou de redécoller, et c'est très précieux pour moi.
Et deuxièmement, parce que je veux aller au bout de la mission du plan. Je me suis beaucoup battu pour qu'on fasse renaître le plan. Le plan, ça veut dire qu'au lieu d'être prisonnier à quelques heures ou à quelques jours de l'actualité des réseaux sociaux, de vos articles, toujours excellemment écrits naturellement, mais on a le nez sur le guidon et on a le nez sur l'écorce de l'arbre qui vous cache la forêt. Et je suis absolument déterminé, autant qu'on me fera confiance, à faire du plan ce qu'il devrait être, c'est-à-dire voir à 10 ans, voire à 30 ans, et faire naître un nouveau climat de réflexion autour des nouvelles politiques publiques. Le plan, ça doit être le laboratoire des nouvelles politiques publiques. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Et donc, vous savez, le commissaire au plan dépend du président de la République, pas du gouvernement. Et en décalage avec le gouvernement, en dialogue avec le gouvernement, pour qui j'ai les sentiments que je vous ai dit, je suis persuadé qu'on peut faire apparaître des idées nouvelles. Donc vous gardez vos fonctions. Ça se passe au Parlement. À mes côtés pour vous interroger dans cette seconde partie du Grand Jury, Pauline Buisson de M6 et Perrine Tarnot de Public Sénat. Une première question sur l'Assemblée nationale, François Bayrou, où le groupe MoDem va changer de place dans l'hémicycle. Vos députés vont siéger géographiquement à la gauche du groupe Renaissance pour être plus au centre sur l'image. Symboliquement, vous êtes désormais plus à gauche que la Macronie ? Non, symboliquement, nous sommes à notre place, c'est-à-dire au centre de l'hémicycle. Il y avait quand même un enjeu sur ce changement de place ? Il faut demander ça à Marc Fesneau, le président du groupe. Ce n'est pas une conversation que nous avons eue, mais je connais suffisamment ses convictions et son caractère pour savoir qu'il a réfléchi à tout ça. François Bayrou, la pression monte pour l'ouverture d'une session extraordinaire au Parlement en septembre, avant même la session ordinaire d'octobre. Vous y êtes favorable ? Oui, je suis favorable à une session extraordinaire pour que le Premier ministre puisse faire un discours de politique générale. Gérard Larcher, lui, est opposé. Enfin, il préférait attendre le mois d'octobre, le temps que le gouvernement se compose, et pose les premiers jalons. Chacun exprime sa sensibilité. Les relations entre le gouvernement et l'Assemblée, vous y avez passé toutes les questions, ou presque toutes les questions de votre interview. Ces relations vont être cruciales. Et donc, il n'y a rien de plus normal, de plus souhaitable que de voir le Premier ministre venir devant l'Assemblée, devant les représentants des Français et au travers d'eux devant les Français, pour dire de manière solennelle, construite par lui, quelles vont être les orientations de la politique qui va suivre et prendre des engagements. Mais alors, le gros morceau... En tout cas, si j'avais été Premier ministre, moi j'aurais demandé une session. Le gros morceau, l'énorme morceau, on pourrait même dire, pour les parlements, ça va être bien évidemment le budget. Les parlementaires des commissions des finances sont effarés. Ils ont épluché la masse de documents fournis par Bercy en début de semaine et qui alertent sur une dérive potentielle du déficit de cette année à 5,6%. Une situation budgétaire catastrophique, selon le rapporteur général du budget au Sénat, de la responsabilité exclusive de l'exécutif. Pourquoi les parlementaires ont-ils été alertés si tard et cette situation vous inquiète-t-elle ? On avait un gouvernement démissionnaire et le budget a été préparé par ce gouvernement. Le budget qui va venir ne sera pas le même. Mais je me suis souvent fait une observation que je partage avec vous. J'ai souvent entendu des parlementaires s'exprimer sur le budget, sévèrement. Je n'en ai jamais entendu aucun monter à la tribune pour exiger des économies. Je les ai tous, 95% d'entre eux, je les ai tous entendus monter à la tribune pour demander des dépenses supplémentaires. Ça d'accord, mais pour vous, la situation aujourd'hui, elle est catastrophique ou pas ? Elle est inquiétante. Elle est un peu meilleure que celle des États-Unis, qui vit la même course en avant. Si on prend notre échelle, c'est-à-dire l'échelle européenne, on est très 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 mal placé. Oui, parce que vous savez bien que je pense que depuis 30 ans, nous avons fait de mauvais choix. J'ai même fait une campagne présidentielle pour alerter sur le risque que nous rencontrons. Sauf que dans la dernière période, François Bayrou, c'est-à-dire ces dernières années, où nous avons tous le même contexte économique au niveau européen, nous finissons 24e sur 27 pour nos déficits, alors que nous avions les mêmes contraintes que nos voisins.
Oui, mais on est parti d'une situation beaucoup plus dégradée. À partir de 2008, la situation budgétaire du pays... Mais comme tous nos voisins européens. Non, la parce crise que les autres financière de ont fait 2008, d'autres choix. elle a touché toute Les l'Europe. autres ont fait d'autres choix. C'est pas moi qui vais défendre le déficit. J'ai toujours pensé qu'il y avait là un risque qu'on ne mesurait pas. Toujours est-il que Emmanuel Je vais Macron... vous dire, Oui. laissez-moi vous dire ma philosophie budgétaire. Je pense que l'emprunt peut être tout à fait utile, à condition que cet emprunt soit consacré à l'investissement, c'est-à-dire à la préparation de l'avenir du pays. Quand vous construisez des universités, des voies de chemin de fer pour meilleure conscience écologique et pour rendre le territoire plus perméable et l'aménagement du territoire, quand vous construisez des hôpitaux et des universités, il est normal que vous en partagiez la charge avec les générations qui vont en profiter. Mais toujours est-il, François Bayrou, que la situation ne s'est pas améliorée sous Emmanuel Macron. D'ailleurs, Marine Le Pen, aujourd'hui, ironise. Elle dit on comptait sur le Mozart de la finance, le Cador de la finance, et on est tous déçus. Qu'est-ce que vous lui répondez? Moi, je ne suis pas Mozart, mais je sais une chose. On a vécu 3 crises. La première crise, c'est les Gilets jaunes. Et ça a coûté de l'argent pour essayer de rééquilibrer le sentiment de toute une partie de la population. Deuxièmement, on a eu le Covid. Je ne rencontre pas un seul chef d'entreprise. C'est très rare d'avoir de la reconnaissance en politique. Mais je ne rencontre pas un seul chef d'entreprise qui ne me dise pas quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais Macron nous a sauvés. Mais là, au minimum, il faudrait faire 30 milliards d'euros d'économies. Quelles peuvent être les priorités? Permettez-moi de finir la 3e crise, qui est l'Ukraine, qui est la guerre en Ukraine et l'inflation, le renchérissement du coût de l'énergie, tout ce qui est venu avec la guerre en Ukraine, et c'est pas fini. Hein, on est encore en plein là-dedans. Donc, succession de crises. Est-ce qu'on aurait pu gérer différemment? Probablement, mais les responsables de l'époque, qui appartenaient à toutes les sensibilités, en ont jugé autrement. Donc moi, je sais ce qu'il faut faire, ou je crois savoir ce qu'il faut faire. Maintenant. Non, il faut faire un plan décennal de retour à l'équilibre des finances publiques. Vous ne pouvez pas gérer un budget par des décisions brutales. Vous ne pouvez pas aller d'un côté et aller de l'autre, virer de bord. Tout ceci, la population ne le comprend pas. Mais il faut s'inscrire dans un plan de long terme pour revenir à l'équilibre des finances publiques, selon le principe que j'indique. Vous pouvez emprunter, mais vous empruntez pour investir. On n'investit pas en France et on emprunte trop. Et vous disiez, il n'y a aucun parlementaire qui est capable de dire où il faut faire des économies. Est-ce que vous pouvez dire où il faut commencer par faire des économies? Même si c'est sur 10 ans, il faut bien commencer par quelque part. Notamment dans le budget 2025. Eh bien, j'espère bien avoir cette discussion avec le Premier ministre et le futur ministre de l'économie. Parce que si j'ai des idées, c'est à eux que je les soumettrai et pas directement à vous. Quelque estime que j'ai pour vous. Bon, Michel Barnier veut améliorer la réforme des retraites. Les retraites, jusque-là, c'était plutôt une piste d'économie. Il veut l'améliorer notamment pour les plus fragiles, mais sans toucher à l'équilibre financier de la réforme. Qu'est-ce qu'il est possible de faire avec ces contraintes? Passer l'âge à 65 ans ou... Pardon de dire des choses choquantes. Équilibre financier de la réforme, je ne suis pas absolument sûr qu'on y soit. J'ai souvent exprimé mes regrets sur la manière dont on a conduit tous la réforme des retraites. Vous dites que le déficit est largement supérieur à ce qu'on dit sur les retraites. J'ai mis sur la table, avec le commissariat au plan, pour la première fois la réalité des chiffres. C'était il y a 2 ans ou un peu plus. La réalité des chiffres, sur lequel tout le monde mentait. Y compris avec des déclarations surprenantes du Conseil d'orientation des retraites qui prétendait qu'on était en excédent. On est en excédent comptable quelquefois, mais l'excédent comptable n'est établi ou n'est que parce qu'on a une subvention de dizaines de milliards, 30 milliards, 40 milliards, du contribuable public
et des générations à venir, parce que ce sont des sommes dont nous n'avons pas le premier euro et que nous empruntons. C'est-à-dire que ce sont les plus jeunes de la nation et leurs enfants qui paient les retraites d'aujourd'hui. Vous connaissez quelque chose de plus scandaleux que ça? Moi pas. C'est moralement, socialement, sociétalement inacceptable. Et donc, je pense qu'il y a place et matière, et après tout, le plan est prêt à prendre ses responsabilités pour une réflexion de fond sur ces sujets, dans le cadre de cette idée que je défends, d'un retour en 10 ans Michel à l'équilibre Barnier des finances cet après-midi. publiques. Est-ce que cet après-midi, avec le Premier ministre, vous parlerez aussi de la proportionnelle? La proportionnelle est une évidence désormais. Je l'ai expliqué souvent, et pour notamment vous, dans une interview au est Monde. favorable pour enfin avoir la proportionnelle? Emmanuel Macron la promet depuis 2017. Je suis certain que le président de la République a discuté de ça avec le Premier ministre. Et je suis certain que c'est une question qu'on ne peut pas éluder, parce que ce n'est pas une question politique. C'est une question de société. Si vous regardez la France aujourd'hui, prétendre qu'elle doit être découpée entre deux partis ou deux factions, c'est complètement ridicule. C'est un pays qui est devenu la situation pluriel et pluraliste, avec des sensibilités. À la proportionnelle, la vie politique ne serait pas plus simple demain avec la proportionnelle. Elle ne serait pas plus simple, mais elle serait plus loyale. C'est-à-dire que la proportionnelle a cette vertu de ne pas vous obliger à vous allier avec des gens dont vous ne partagez aucune des idées. C'est ça le scrutin majoritaire. Perrine Tardon. J'ai souvent énoncé une règle, une loi de Bayrou. Les partis se tiennent par leur noyau dur. Si donc vous avez... Regardez les États-Unis. Ouais. Si donc vous avez une confrontation polaire entre... On verra si la loi de Bayrou sera retenue. Est arrivé pour la loi Bayrou. François Bayrou, la France Insoumise a lancé une procédure de destitution du président de la République. Un Français sur deux souhaite le départ du chef de l'État. Est-ce que vous prenez cette menace au sérieux? De destitution parlementaire, non. C'est pas une menace, Mais c'est vrai que les mots destitution, démission sont un peu rentrés comme ça dans la tête des Français, dans l'atmosphère, comme on dit. Pardonnez-moi, peut-être il ne faut pas mélanger les deux. Qui sont deux choses différentes, mais qui peuvent se rejoindre dans les Français. Il y a des oppositions. Je pense qu'elles s'estomperont. Et je souhaite qu'elles s'estompent, notamment grâce à ce nouvel équilibre des pouvoirs. Et que le président de la République puisse faire entendre le fond de ce qu'il pense et qui ne ressemble pas à ce qu'on lui prête. Parce que, par exemple, on dit c'est un libéral. C'est le pays qui dépense le plus d'argent pour ses services publics. Et donc, tout ça, c'est des blagues. Et donc, ce scénario-là est une offense au bon sens. Mais peut-être ce rééquilibrage va nous aider à mieux apprécier les choses. On va parler de la suite maintenant. Le Grand Jury 2027, c'est demain. Et on ne sait pas quand est-ce que c'est la suite. Quand vous avez vu, alors probablement sur votre téléphone, tomber l'alerte, Édouard Philippe est candidat à l'élection présidentielle, c'était mardi en début de soirée, vous vous êtes dit quoi? Je me suis dit que ce n'était pas tout à fait le moment que j'imaginais pour... je pense qu'en politique, les fautes de temps sont plus graves qu'en grammaire. Mais est-ce vraiment une faute de temps? Parce qu'Édouard Philippe ne parle pas de 2027, mais de la prochaine élection présidentielle, sous-entendant, ou même c'est même plus un sous-entendu, qu'elle pourrait être précipitée. Édouard Philippe a été, que je sache, 3 ans Premier ministre sous l'autorité du président de la République. Son parti appartenait à la majorité, et appartenu au bloc central pour ces élections, quoique avec nuance, ça ne me paraissait pas évident de considérer que c'était contre le président de la République qu'il fallait braquer les feux. Ce scénario vous considérez qu'Édouard Philippe... Je ne considère rien, je vous ai dit tout ce que je pense. Mais c'est un timing, comme on dit, qui a été surprenant pour beaucoup de gens, et je suis de ceux qui ont été surpris, oui. Et cette idée d'une présidentielle anticipée, ça vous paraît possible, probable? J'ai beaucoup discuté de ça
par exemple, avec François Hollande, avec qui je parle depuis longtemps, comme vous savez, avec des hauts et des bas. Mais en politique, il y a des hauts pour beaucoup de gens, il y a des bas pour beaucoup de gens et pour beaucoup de relations. Si nous ne faisons pas attention à nos institutions, et si je pouvais faire passer le souci qui est le mien sur ce sujet, si nous nous aventurions sur un chemin dans lequel la règle devient on va abattre celui qui est en place pour organiser de nouvelles élections. C'est une fragilisation extraordinaire de nos institutions. Mais qui vous visez quand vous dites ça ? Et je ne connais personne, je vise vous, puisque c'est ça les questions que vous me posez. Je ne connais personne de responsable dans la République qui se livre ou se laisse aller à ce scénario-là. Parce que nos institutions ne s'en relèveraient pas. En tout cas, on peut être d'accord, on peut être en désaccord, on peut exprimer son accord ou son désaccord dans la vie publique, dans les médias, à l'Assemblée nationale, mais l'idée de cibler ce qui est la clé de voûte de nos institutions, et c'était pareil, mes propos auraient été exactement les mêmes avec François Hollande, avec Nicolas Sarkozy, avec Jacques Chirac, avec François Mitterrand. J'étais dans l'opposition. J'étais un jeune aventurier de l'opposition. Jamais on n'a pensé que le but à atteindre était, et Dieu sait que les haines à l'égard de François Mitterrand étaient considérables, et les haines à l'égard de Giscard étaient considérables, et les haines à l'égard de Nicolas Sarkozy étaient considérables. Jamais personne n'a considéré. Et nous ne l'aurions pas accepté, je ne l'aurais pas accepté. Jamais personne n'a considéré que le but devait être d'abattre la fonction présidentielle. Et donc, c'est pourquoi je suis sévère à l'égard de ces démarches-là. Il nous reste quelques minutes. Le grand jury, tout est politique. Alors, tout est politique, effectivement. L'affaire Pélicaud bouleverse la France. Cette femme a été violée par des dizaines d'hommes, droguée par son mari. Une mission sur la soumission chimique avait été confiée notamment à la députée MoDem Sandrine Josso. Mission interrompue par la dissolution. François Bayrou, est-ce que vous demandez d'urgence à Michel Barnier de rétablir cette commission ? D'abord, une commission, ce n'est pas le Premier ministre qui l'établit, c'est l'Assemblée. Et donc, oui, je soutiens. Sandrine Josso a été, comme vous savez... victime elle-même. Victime elle-même d'une tentative de cet ordre-là. Et de ce genre de saloperie-là. Il faut employer les choses par leur nom. Donc, oui, je pense qu'il est normal et légitime que cette commission soit recréée. Mais il est normal et légitime que nous portions tous en nous la révolte, j'ai trouvé cette femme très courageuse de vouloir un procès public pour affronter l'horrible et l'indicible. Et donc, oui, je ne suis pas prêt à faire preuve ni d'indulgence ni de silence sur ces sujets. Perrine Tarnaud. Alors dans le quotidien des Français, il y a bien sûr les salaires, le pouvoir d'achat, ça va être les premiers dossiers importants pour Michel Barnier. Est-ce que vous êtes favorable pour ouvrir le dossier de la désmicardisation des salaires ? Oui, et la désmicardisation de la société du travail est un très grand sujet. Parce que, sans doute avec de bonnes intentions, on a accumulé les exonérations et les aides sur les salaires au SMIC, ce qui fait que de plus en plus de Français se trouvent au SMIC. Et se retrouvent coincés à ce point-là. On approche les 20%. On était à 10%, on approche les 20%. Et plus on fait monter cette marée de personnes au SMIC, plus d'une certaine manière... on introduit, je ne sais pas comment on peut dire... De l'instabilité politique aussi par la même... Du découragement parmi les salariés. Mais est-ce qu'il faut du coup une grande...
Est-ce que vous êtes favorable à une grande convention sociale pour réfléchir à cette question? Ça serait une manière aussi de retisser du lien avec les partenaires sociaux, dont on dit qu'ils ont été pas mal malmenés. Travaillant sur ce sujet, je suis prêt moi-même à y travailler. Mais... Marie-Lise Léon parle de la CFDT, parle d'entreprises biberonnées. Est-ce que c'est... Oui, sûrement. Vous voyez, quel est le schéma normal dans une société comme on pourrait imaginer qu'elle soit? Vous avez un SMIC qui permet aux plus jeunes, aux plus inexpérimentés, d'entrer tôt dans le monde du travail. Chaque fois qu'ils le peuvent et qu'ils le veulent. Et après, leur salaire monte. Or, dans la société dans laquelle nous entrons, et c'est ça la smicardisation, vous entrez au SMIC, vous restez au SMIC toute votre vie. Ça n'est pas bon, ni pour vous-même, ni pour votre équilibre, ni pour votre famille, ni pour l'image que vous avez de vous-même. Et donc, cette idée-là, elle doit être explorée. Elle ne doit pas être explorée uniquement par des augmentations massives du SMIC. Parce que plus vous faites des augmentations massives, plus vous avez de personnes au SMIC. Le tout dernier moment de ce grand jury. Le grand jury inattendu. Avec une dernière question, François Bayrou, plus personnelle. Vous incarnez le centre depuis au moins une vingtaine d'années. Avez-vous songé un jour à votre succession pour reprendre le flambeau du centre? Oui, naturellement. J'ai même fait ce qu'il fallait. Mais vous savez, probablement dans les années précédentes, cette question m'aurait agacé. Aujourd'hui, ma réponse est toute prête. Je suis plus jeune que le nouveau Premier ministre. Et donc, cette réalité qui est purement d'état civil, et aussi de tempérament, et aussi d'envie de vivre, de jeunesse. apporte en elle-même la réponse à votre question. Merci beaucoup, François Bayrou, pour ce grand jury. Bon dimanche à tous, à la semaine prochaine. Le grand jury RTL Le Figaro Public Sénat.